pour le bien vivre ensemble ici dans la circonscription et à l'Assemblée nationale. Présent lui aussi parmi les nombreux salariés, les privés d'emploi, les jeunes et les moins jeunes, les retraités, je vous demande de faire une salve d'applaudissements pour notre député Pierre Daréville. Chers et chers amis, chers et chers camarades, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à tous ceux et celles qui sont ici à la tribune et qui ont participé à ce meeting et qui ont livré parfois des témoignages sensibles, importants. Je crois qu'on a échangé ce soir. En tout cas, moi, ça m'a touché. Voilà. Parce que on s'est dit des choses importantes. Les uns, les unes, les autres. Je pense que vous aussi, qui êtes dans la salle, vous en avez eu à dire. Il y aura d'autres occasions. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui nous unit ce soir. Je voudrais remercier particulièrement Sébastien Delogu, député des quartiers nord de Marseille, d'avoir répondu à votre invitation, et Marie-Charlotte Garin. Sébastien est venu en voisin. Marie-Charlotte, elle est venue un peu plus loin. Pour nous, effectivement, c'est le nord. Je suis désolé de le dire, c'est un peu comme ça. Bon, ça peut se discuter d'un certain point de vue, mais enfin voilà. En tout cas, le vent soufflait beaucoup aujourd'hui. Je lui ai demandé, c'est pas elle qui nous l'a amené, même si ça vient de par là-haut. Voilà. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont dit, bon, il y avait du vent quand même. Et c'est vrai, quand il y a du vent ici, on n'aime pas trop sortir, on sait que ça souffle fort. C'est comme ça, vous étiez là. Et je veux vraiment vous remercier d'avoir fait ce déplacement et de m'accompagner dans ce meeting. Boris, on le remerciera, il a fait un choix, si vous voulez, je vous dis. On ne remercie pas. Il y avait Emmanuel Macron d'un côté, nous de l'autre. Bon, alors je plaisante évidemment, il était tenu, je crois, d'être là-bas, de ne pas le laisser tout seul, lui laisser la place libre et évidemment de jouer son rôle de député dans la circonscription. Moi, j'aurais évidemment aussi fait ce choix-là, mais il nous a fait une belle vidéo qui lui permet de participer, d'être là quand même avec nous. Voilà, donc ensemble, avec vous deux, avec d'autres, nous avons déjà mené, vous l'avez dit, beaucoup de batailles. Vous avez pu remarquer, vous voyez, les relations qui se tissent quand on mène la bataille ensemble, qui se tissent au sein des forces de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, et qui font que, ben oui, on essaie d'être plus fort ensemble. C'est quelque chose qui se joue au quotidien dans notre travail, et voilà, les relations sont là, la tendresse aussi parfois, on peut le dire, parce que ben, on affronte ensemble des difficultés que tout le monde et chacun affronte dans la société, et que évidemment nous sommes à une place particulière, et il nous faut mener bataille, c'est ce que nous faisons, et nous allons évidemment continuer à le faire. Et si nous sommes ici ce soir, c'est finalement une chose assez simple, que chacune et chacun a dit avec ses mots, mais une chose assez simple. Nous demandons le retrait de cette réforme de régression sociale de C'est un projet irresponsable, c'est un projet qui est illégitime, et nous allons le répéter sur tous les tons dans les semaines qui viennent. L'emballage du projet du gouvernement, vous avez vu, il essaie de mettre un paquet cadeau autour de son projet. Il essaie de mettre des paillettes un petit peu pour que ça brille et pour nous illusionner. Et il voudrait qu'on discute que de ça. Des petites avancées, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il faut quand même regarder au microscope, hein. Des petites avancées qu'il adjoint à ce mauvais projet pour faire passer la pilule. Bon, et bien ça ne va pas se passer comme ça, parce que, évidemment, s'il pouvait y avoir des mesurettes qui rendent acceptable ce projet scandaleux, ça se saurait. On connaît plusieurs de son projet. Et même dans cet emballage qu'il essaye de faire plier, de mettre sous le feu des projecteurs des médias, et bien on se rend compte, quand on creuse un petit peu, que ça ne marche pas. On s'en rend compte parce que, vous avez vu, ces fameux 85% du SMIC, une mesure qui est déjà inscrite dans la loi. Une mesure qui ne nous amène pas beaucoup plus loin, en réalité, de ce qui se passe actuellement et qui va concerner très très peu de personnes. Très très peu de personnes. Et ça ne suffira pas à vous faire rattraper ce qui vous oblige à faire par exemple. Le deuxième élément, il a été donné par Yann tout à l'heure sur les carrières longues. C'est-à-dire qu'on va demander encore plus d'efforts à celles et ceux qui ont commencé plus tôt à travailler. Donc on voit
ouais, je pense ces deux exemples, pour pas trop m'étendre là-dessus, pour dire que dans tout ce qu'il raconte autour de cette réforme des retraites, il y a quand même beaucoup d'enfumage. Et je crois que rien ne rendra acceptable ce qui fait le fondement de ce projet. Un projet qui n'assume pas. Ils n'assument pas le fond de leur projet. Vous avez entendu Elisabeth Borne nous dire c'est un projet de justice sociale. Un projet de progrès social. Je sais qu'ici vous n'y avez pas beaucoup cru. Parce que vous avez l'expérience, vous avez vu faire déjà. Vous les avez vus faire. Et puis quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, on va y venir, et bien, on part en courant. Moi, je leur dis une chose. Assumez. Assumez votre projet, Monsieur le Président, Madame la Première ministre. Assumez ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous dire ce que vous voulez faire. Le cœur de ce projet, c'est 2 ans de plus pour l'âge légal, un allongement éclair de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Le projet, c'est d'abîmer le droit à la retraite, c'est de le dégrader. Le projet, c'est de nous voler 2 ans de retraite, 2 ans, les meilleures années peut-être, de la retraite. Le projet, c'est de nous priver de la retraite en bonne santé. Le projet, c'est de nous faire payer plus cher notre droit à la retraite. Le projet, c'est de gagner ce gouvernement sur les 2 tableaux. Il y a celles et ceux qui travailleront plus longtemps et cotiseront plus longtemps pour se payer leur droit à la retraite, et tous ceux qui ne pourront pas ou ne voudront pas et qui auront du coup des pensions dégradées. Ce gouvernement, voilà son projet. C'est profondément de dégrader notre droit à la retraite, alors que nous savons très bien aujourd'hui combien c'est un droit important, combien c'est un droit qui compte, combien aussi parfois nous sommes inégaux face à l'existence. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes points de vie, ça a été rappelé, selon qu'on est un ouvrier qui travaille dans la pétrochimie, sur des plateformes, selon qu'on est une femme qui travaille dans les écoles en accompagnant des enfants en situation de handicap, selon qu'on est évidemment un cadre dans une grande entreprise, selon qu'on est un patron du CAC 40, etc. On n'a pas tous et toutes les mêmes parcours de vie, évidemment. De tout cela, il faut tenir compte. Mais je vous rassure, tout le monde va passer à la caisse dans leur projet, parce qu'ils essayent d'expliquer, il y en a qui vont gagner un peu, etc., pour essayer de décrocher des gens de la mobilisation. Mais dans leur projet, tout le monde va passer à la caisse et il y en a qui vont payer 2 fois plus cher que les autres. Et c'est toujours les mêmes qui payent 2 fois plus cher que les autres. Alors voilà, c'est ce que le gouvernement appelle sauver notre système de retraite. Parce que c'est ce qu'il nous a expliqué. Ils sont là pour ça. Ils veulent sauver notre système de retraite. C'est des sauveurs. Alors sauver quoi? Sauver la finance, sauver les banques, sauver le MEDEF, sauver le système tout court. Ça, oui, évidemment, on peut dire que c'est leur projet, mais certainement pas sauver notre système de retraite. C'est aussi crédible que si Gargamel disait je vais sauver les Schtroumpfs. C'est aussi crédible que si Garfield nous disait je vais sauver les lasagnes. Quoique la différence c'est que lui il les aime, les lasagnes. Eux, le droit à la retraite, ils l'aiment pas trop. C'est aussi crédible que si Rominet disait je vais sauver Titi. Vous voyez, il nous raconte des fables pour les enfants. Moi je reste dans ce registre, je m'en excuse. Et voilà un peu la manière dont il nous présente les choses, et évidemment, nous ne pouvons pas y croire. Sauver le système. Est-ce que le système a besoin d'être sauvé? Alors ça a été dit avant moi par mes collègues. Est-ce que ce système a besoin d'être sauvé? On nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Déjà, les dernières réformes, les précédentes réformes, elles allaient sauver le système. Il n'y aurait plus besoin d'aucune réforme. Il n'y aurait plus besoin d'y revenir. Et à chaque fois, ils y reviennent quand même. Il y a bien des raisons à ça, et j'y viendrai dans un instant. Franchement, le système a été beaucoup abîmé. On a été dans une idéologie de définancement du droit à la retraite et de la sécurité sociale, de la protection sociale. Et donc, on a bien vu les mesures qui ont été prises pour exonérer de cotisations. Moi, je leur ai dit, vous organisez la foire aux exonérations de cotisations patronales. On a atteint des niveaux inimaginables. 72 milliards d'euros, 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations chaque année. Parce qu'ils parlent en milliards pour vous effrayer, mais moi aussi je peux parler en milliards. Et voilà la vérité des prix. On compare ça quand même aux chiffres qui ont été annoncés par le Conseil d'orientation des retraites. En moyenne, l'ordre de grandeur, entre 2028 et 2032, 10 milliards d'euros qui manqueraient à notre système de retraite par an. Voilà. Vous avez vu le niveau des exonérations de cotisation. Rien que ça. Il faut rapporter ce déficit aussi au volume global.
des pensions qui sont versées chaque année. C'est-à-dire, pour avoir un ordre de grandeur, là aussi, on pourrait discuter le détail, 350 milliards d'euros, 10 milliards, 350 milliards. Hein, vous voyez que ça ramène les choses aussi peut-être à de plus justes proportions pour ne pas se laisser effrayer par tous ceux qui veulent bien nous raconter. Et puis, j'entendais ce matin dans la République, chez notre collègue Maurice Ballot, faire des annonces sur les milliards qui vont être dépensés pour l'armement. Pour l'armement, on pourrait discuter de tout ça un peu plus longuement. Alors voilà, je présente les choses de cette façon-là, et après avoir quand même beaucoup travaillé à vider les caisses de la sécurité sociale, y compris avec les mesures soi-disant en faveur du pouvoir d'achat, où on contourne le salaire, on fait la prime Macron, c'est pas lui qui la verse, rassurez-vous, la prime Macron qui ne finance pas la retraite, qui passe à côté. Et ensuite on nous explique, ah oui, mais on a un problème. Bien sûr, vous avez tout fait pour qu'il y ait un problème. Je reste dans ma métaphore. C'est les Dalton qui crient au voleur, cette histoire-là. Évidemment. Donc, on ne va pas se laisser avoir par le discours qui est de leur. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que il y a quelques jours, on était ensemble dans l'hémicycle. Et le Rassemblement national défendait une proposition de loi soi-disant pour augmenter le pouvoir d'achat, et il reprenait évidemment les vieilles recettes libérales que nous avons déjà connues tant et plus. Et il proposait d'exonérer les entreprises qui accepteraient d'augmenter les salaires de cotisations sociales. Mais ça mérite d'être dit, ça. Parce qu'évidemment, c'est révélateur de ce qu'est leur véritable projet. Ils n'ont pas de vision sociale, c'est pas vrai, c'est pas ça leur préoccupation. On la connaît leur préoccupation, on la connaît leur obsession. C'est toujours la même. De stigmatiser, de diviser, de vouloir défendre leur établi. Donc ils font semblant. Parce qu'ensuite, ils vont nous expliquer qu'ils veulent défendre le droit à la retraite. Quelques jours simplement, après avoir annoncé qu'ils voulaient l'abîmer en empêchant de le financer correctement. Je préfère que les choses là aussi soient claires de ce point de vue-là pour qu'il n'y ait pas d'entre-nous. Parce que là, avec eux, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, c'est la mystification. Alors après, sur ces questions de financement, j'en parle, parce qu'évidemment, c'est une partie du débat. Moi, je veux que vous ayez les clés de tout ça pour mener la discussion autour de vous. On a fait hier l'audition du Conseil d'orientation des retraites, le président du Conseil d'orientation des retraites. Vous savez, cet organisme qui, en permanence, suit un peu l'évolution des choses, chaque année rend un rapport pour nous permettre de voir comment les choses évoluent et de prendre des mesures si c'est nécessaire. Il a dit, je crois que c'est toi Marie-Charlotte qui vient de le rappeler, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'évolution non maîtrisée des dépenses, c'est pas vrai, il n'y a pas le drame qui nous est annoncé par le gouvernement. Et donc la question qu'on se pose, et qu'on pose, dans cette période compliquée, avec des pouvoirs d'achat qui a été impacté, qui a baissé fortement, à ce gouvernement, avec une situation internationale que vous connaissez, à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne, c'est que franchement, vous n'avez pas mieux à faire. Vous n'avez pas mieux à faire que cette réforme, dans la situation dans laquelle on se trouve. Il n'y a pas mieux à faire que la casse sociale. Moi, je crois évidemment que, bien sûr, on peut voir les choses tout à fait autrement, et on peut, y compris s'il le fallait, trouver des ressources nouvelles pour nos retraites. On le peut, j'ai évoqué quelques pistes, j'en ajoute une autre, toujours dans les ordres de grandeur. En 2021, les entreprises du CAC 40 ont versé 10 milliards de plus à leurs actionnaires. Vous voyez, le raccourci, il est vite fait pour moi. Il est vite fait. 10 milliards d'euros versés en plus en 2021 aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Donc on a des moyens pour financer nos retraites, et le premier, il a été cité, je vais commencer par là, mais je vais finir par là. Beaucoup de choses se jouent dans le travail, dans les salaires, dans la reconnaissance du travail lui-même. Et donc ça commence par là, la retraite, elle part de là. Elle part de ce que nous vivons dans le travail. Elle part du salaire, de la rémunération. Donc si effectivement les salaires étaient réévalués à la hausse, si on augmentait le SMIC, si on diminuait l'écart de salaire, même si on résorbait complètement, et si on installait l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, ça changerait tout du point de vue du financement de notre système de retraite. Donc ça part de là. Ça part de là, ça part du travail. Et moi je crois aussi effectivement que nous avons besoin de soigner le travail.
tous ces débats autour de la retraite, ça nous renvoie à cette question. La manière dont nous travaillons, la manière dont nous vivons au travail, ce que le travail nous fait. Au fond, moi je crois que le travail c'est un grand geste de civilisation et de partage. Nous participons, chacune, chacun, à répondre aux besoins de l'ensemble de la société. C'est un geste qu'il faut valoriser, qui mérite, qui caractérise en tant qu'être humain. Travailler, effectivement, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas en étant exploité, pas en n'étant pas considéré. Donc, tout ce que nous pourrons faire pour changer le travail, pour vivre mieux au travail, pour être en meilleure santé au travail, pour ne pas souffrir au travail, pour être heureux au travail, mais je crois que ça nous profitera tout au long de la vie, et y compris jusqu'à la retraite. Donc on a besoin de s'occuper de cette question-là de manière sérieuse. On n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe au travail, c'est un peu la boîte noire. Donc je crois vraiment que ce que nous sommes en train de discuter autour de cette question de la retraite, ça nous renvoie profondément à cette question-là, qui est de soigner le travail. Alors pourquoi nous tenons à la retraite? Pourquoi nous y tenons si fort? Franchement, vous l'avez dit. Mais je vais le dire un peu avec mes mots très rapidement. Nous y tenons parce que, bon, il touche à quelque chose de très sensible dans la vie de chacune et de chacun. Tout à l'heure, Sébastien évoquait la situation de son père. On a tous et toutes en tête ce qui s'est passé autour de nous, nos familles. Moi, j'ai en tête la retraite heureuse de mon grand-père. J'ai en tête mon père qui, lui, ne l'a pas connu. Vous voyez comment on est inégaux devant ces situations-là. Et ça me touche profondément. Tout ça nous touche dans notre entourage, ça nous touche nous, quand on se projette, de savoir à quelle retraite on aura droit, qu'est-ce qu'on pourra en faire. 1910, première tentative de loi pour la réforme de la retraite assurée. Je ne vais pas faire l'histoire. C'était le droit à la retraite pour des gars en 1910. Les organisations syndicales disaient c'est la retraite pour les morts. Voilà le slogan pour mener bataille en disant attendez, vous êtes en train de nous enfumer. Comme aujourd'hui, ils sont en train de nous dire on va sauver la retraite. Là, ils instauraient la retraite, mais pour qui à l'époque? C'était vraiment pas beaucoup. Voilà, beaucoup de chemin était parcouru depuis. Et on a consolidé ce droit. Et puis on a aussi animé, effectivement, et nous ne voulons pas la retraite pour se soigner. On ne veut pas, et là, ce qu'ils sont en train de faire aussi. Vous voyez, ils réduisent le temps de trajet entre l'entreprise et l'EHPAD. C'est ça un peu le plan du gouvernement. Pour nous, le droit à la retraite, c'est une formidable invention sociale. C'est un geste de civilisation. C'est un formidable espace de liberté qui se promet à nous, qui s'offre à nous. C'est ça qui vraiment nous touche dans ce droit si singulier que le droit à la retraite. C'est la possibilité d'être libéré de ce qu'on appelle le travail prescrit et de pouvoir choisir effectivement de ce qu'on va donner, où on va le donner, comment on va le donner. On ne s'arrête pas de travailler à la retraite. On s'arrête d'avoir ce travail-là qui est un travail prescrit, ce qu'on appelle le travail prescrit. Mais on continue à faire des choses très utiles. Et puis on le fait en toute liberté, en pleine liberté. Il y a une forme de libération dans ce droit-là, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui nous tire en avant. Et je crois que c'est ça qu'ils essayent d'abîmer profondément. Cette idée-là qui leur déblée, qui leur pose un problème dans leur vision du monde, toute étriquée, toute étroite. Pour eux, c'est quoi? C'est l'humain productif, l'humain compétitif. C'est ça qu'ils veulent mettre à l'ordre du jour. Et nous, c'est évidemment pas notre vision des choses. Cette certaine idée de la vie que nous défendons, je crois qu'elle leur est profondément insupportable. Je continue à filer la métaphore, après je m'arrêterai là, je ne vais pas vous lasser, mais Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Eux, ils sont tombés dans le capitalisme, ils sont enfermés dedans, maintenant ils n'arrivent plus à en sortir. Voilà la démarche qui est à l'heure, et ils veulent nous enfermer dedans. Alors nous avons des propositions. Je l'ai dit rapidement, ça mériterait d'être discuté tout ça. Nous en avons. Je pense qu'elles convergent, c'est pas toujours exactement les mêmes, mais tout ça, ça fait partie du débat. Et on veut ouvrir ce débat de manière tout à fait différente. C'est-à-dire en disant comment on va améliorer notre droit à la retraite. Voilà, discutons de ça. Ça, c'est un sujet intéressant. Comment on va le dégrader, c'est un sujet qui nous intéresse moins. Comment on va l'améliorer, oui, ça nous intéresse. La retraite à 60 ans, une durée de cotisation pour une carrière complète qui le permette d'avoir sa retraite à 60 ans,
également pas tricher, vous voyez, entre l'âge légal d'un côté et la durée de cotisation de l'autre. Donc nous, on était plutôt dans mon parti pour 37 ans et demi, qui était une formule historique que nous avons connue, mais il faut de toute manière revoir cette notion de carrière complète. Y intégrer dedans des choses qui ne sont pas aujourd'hui. Tout ce qui est l'inactivité subie au cours d'une vie, au cours d'une carrière professionnelle, une partie des études sans doute, parfois quand on aide un proche, le congé de maternité, de parentalité, etc. Il y a un certain nombre de choses dont nous savons qu'il faut peut-être les prendre en compte un peu mieux dans le calcul de la retraite. Corriger mieux les inégalités, elles sont criantes, beaucoup de petites pensions. Les femmes, d'abord, qui sont prioritairement concernées, impactées par ces petites pensions. Difficile de vivre avec une petite pension aujourd'hui. Et nous voulons une pension qui permette de vivre dignement. Donc il faut discuter du montant des retraites. Ils ont quand même laissé les pensions se dégrader. C'est eux qui ont laissé les pensions se dégrader. En refusant de les augmenter pendant des années. Pendant des années, avec des manifestations de retraités qui n'ont pas arrêté depuis 10-15 ans maintenant pour obtenir une revalorisation des retraites. Nous proposons une indexation sur les salaires. Nous voulons tout simplement une retraite qui permette de vivre dignement, garantir un bon taux de remplacement avec un plancher au niveau du SMIC, prendre en compte la pénibilité, la surpénibilité dans les carrières. Vous voyez les chantiers, bien sûr, ils sont importants. Et on peut aller chercher des financements pour permettre tout ça. Mais la première chose à faire, c'est de faire échec à cette réforme. Là, dans les jours qui viennent, ça se joue. On est dans un moment décisif. Alors hier, vous y étiez, nous y étions, c'était énorme, c'était une manifestation monstre, le grand plaisir de se retrouver pour tous ceux et celles qui ont vécu ce moment dans les rues de Marseille. Combien étions-nous? C'était pas, on ne pouvait même pas le compter, en vérité. Il y en a qui essayent à la préfecture, ils ont du mal. Et nous, on a frappé un grand coup. Les journalistes m'interrogeaient à la conférence de presse l'année dernière en disant alors, où est-ce que vous situez la part de la réussite? À combien vous estimez que ça sera réussi? C'est pas une question. Vous allez voir le nombre de gens qui sont dans la rue, ça sera énorme, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas parce que la colère est là, profonde, le rejet est là, profond. Moi je salue les organisations syndicales tout à l'heure. Tu l'as fait, Nathalie, et je te remercie, y compris on peut remercier Nathalie d'avoir animé quand même. Je salue les organisations syndicales, parce qu'elles aussi, elles sont au cœur du cyclone. Elles ont été partisanes de cette mobilisation, et évidemment, on a beaucoup cherché à les affaiblir, à les discréditer, à les contourner, elles aussi, dans la période passée, mais je crois qu'on a besoin de l'action et de la réflexion collective, on a besoin de nos organisations syndicales. Donc bravo, bravo pour cette mobilisation. Et j'ai envie de vous dire, ils sont en réunion ce soir, visiblement, dans le département, et puis il y a des soirées, il va falloir en remettre encore un peu. Parce que si j'ai bien écouté les réactions du président de la République hier, il n'a pas encore bien compris le truc. Il n'a pas encore bien compris le truc. Il a cru que c'est un petit enfant qui fait un caprice à la caisse. Il a cru que c'était une sorte de folklore. Oh oui, c'est normal, voilà, ils ne sont pas d'accord pour manifester, puis de toute façon, on va le décider quand même. Voilà. Mais évidemment, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Ils veulent essayer de nous décourager, de nous minimiser, de nous mépriser. Et c'est une attitude insupportable. C'est une attitude qui n'est pas au niveau, pas à la hauteur des responsabilités qui sont celles d'un président de la République, d'une première ministre, d'un ministre, de traiter comme ça celles et ceux qui manifestent. Et donc ça ne va pas le faire, ce petit côté content de soi, ce petit côté sourire en coin, ce petit côté tranquille des mille. Ça va pas marcher, ça va nous énerver beaucoup, ça. Et pas que nous. Et pas que nous. Ce petit côté, on le fait pour votre bien. Parce que nous, on est des gens responsables, ce qui n'est pas votre cas, naturellement. S'ils étaient responsables, ils ne feraient pas ça. S'ils étaient responsables, ils ne feraient pas avec tous les dégâts qu'il va faire et avec toute la colère qu'il provoque dans le pays. Parce que Macron, c'est quand même un président, il a beaucoup réussi à mettre le pays dans la rue. Ça, il sait faire. Depuis 6 ans maintenant, je crois qu'on peut lui reconnaître au moins cette qualité. Et
nous n'allons pas nous laisser faire. Je crois que le message qu'on peut lui envoyer, c'est qu'il va falloir un truc au sérieux, il va falloir nous prendre un peu au sérieux, il va falloir comprendre que non, Monsieur le Président de la République, la démocratie, c'est pas imposer une réforme avec, comme je l'ai vu l'autre jour, une enquête d'opinion. Il y a 15% de gens qui se déclarent favorables. Non, ça, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça. Et quand on exerce des fonctions comme celle-là, on le sait. On s'en rend compte que ça marche pas, que ça passe pas, que ça va dans le mur, que ça ne correspond pas à la volonté populaire. Ils veulent plier le mouvement social, ils veulent plier la gauche, ils veulent plier l'alternative. Et moi je crois, en faisant ça, en voulant plier la République sociale, ils prennent un risque majeur. Et ils font le lit du pire. Et c'est aussi pour ça que nous sommes mobilisés ici ce soir avec vous. Mais je crois que le mouvement social est là pour gagner la bataille, que nous sommes là pour gagner la bataille, et ça ne va pas se passer comme ils le croient. Il va falloir qu'ils se préparent dans leur petite tête à renoncer à ce projet. Vous voyez, il faut la faire grandir cette musique, ce que je disais, on a dit de la Provence tout à l'heure, on va faire de la pédagogie. Ils nous disent qu'ils vont nous faire de la pédagogie, nous aussi on va leur faire un peu de pédagogie. On va leur expliquer à quel point, de toute manière, ça ne marchera pas, l'histoire ça ne peut pas passer. Et il faut qu'ils se mettent dans l'idée tout simplement qu'il va falloir renoncer. Le plus rapidement possible sera le mieux, mais il va bien falloir renoncer parce qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Il va falloir que cette hypothèse fasse son chemin, il va falloir comprendre la force de cette colère et de ce refus. Alors voilà, pour ça, nous avons besoin de mener une grande bataille autour de nous, une bataille de conviction. Nous sommes en campagne. Dans les jours qui viennent, ma lettre, que vous avez vu peut-être à l'entrée, celle-ci arrivera dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription, avec un décryptage, en tout cas c'est le mien, hein, de 12 questions, 12 réponses sur les retraites, pour que chacun voilà, et tous les sons de cloche puisse se faire son idée, analyser, et j'espère évidemment se mobiliser. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on en a déjà reçu, c'est de nous envoyer des témoignages, des vidéos, on en aura besoin hein, pour mener cette bataille parlementaire si on ne retire pas le projet avant, parce qu'après tout, c'est ce que nous voulons. On va faire entrer la vie dans l'Assemblée nationale, donc tous les témoignages que vous pourrez nous apporter, ben, je crois qu'ils pourront nous être utiles. On utilisera tout ce que nous pouvons utiliser dans la bataille parlementaire. S'ils viennent avec leur projet, y compris aller jusqu'à ce qu'on appelle une motion référendaire, qu'ils aient le courage de soumettre ce projet à l'assentiment populaire si ils veulent vraiment aller au bout. Mais moi, je leur suggère de renoncer avant et de ne pas aller au terme de cette discussion. Voilà, on va mener la bataille pied à pied, par tous les moyens. Et c'est le rapport de force dans le pays qui va déterminer ce qui va se passer. On vous l'a dit, hein, à l'Assemblée nationale, on va y aller de toutes nos forces. Mais ce qui va vraiment nous donner de la force, c'est ce qui va se passer dans la rue, dans le pays, tout ce qui va s'exprimer dans les temps qui viennent. Donc dès lundi, nous parlerons avec la force de votre colère, de vos espoirs, avec la force de vos convictions, de vos histoires de vie et de travail. Et nous le ferons, puisqu'on va recevoir Olivier Dussopt, dès rendez-vous pour ceux et celles qui sont intéressés, à 16h30 avec Olivier Dussopt. On se prépare nous aussi, à la commission des affaires sociales. Et nous ferons ce travail et nous mènerons cette bataille avec vous pour que continue dans le pays à grandir la conscience de ce qui est en train de se passer. L'Assemblée nationale va être une caisse de résonance aussi de ce débat-là. Voilà. J'en termine en vous disant qu'il n'y a pas d'arrangement. Il va y avoir du dérangement. Il va y avoir du dérangement. On va vous déranger, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre. On va vous déranger. Je le dis parce que vous m'avez vu monter à la tribune il y a quelques jours. Je sais que ça a fait le buzz. Je vous déranger, etc. Chacun a compris que c'était de l'ironie quand même. Donc là, je l'assume dans l'autre sens. On va vous déranger, Monsieur le Président de la République. Et on ne va pas s'excuser de vous déranger. Alors voilà, toutes les choses, toutes les déclarations, tous les espoirs, unis sur nous. Vive cette nouvelle étape de la vie, vive la retraite.